Alors, imaginez un monde où tout bascule. Une réaction en chaîne, qui part de Wall Street et qui, hop, met des millions de gens au chômage, fait tomber des gouvernements, et même prépare le terrain pour une nouvelle guerre mondiale. Eh bien, c'est ça, l'histoire de la Grande Dépression. Et on va décortiquer ça ensemble. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'un simple crash boursier à New York a pu littéralement mettre le feu aux poudres à l'échelle de la planète? Comment on est passé d'une panique de traders à la misère dans les rues de Berlin ou de Paris, et de là à la montée des dictatures et finalement à une autre guerre? C'est un peu un puzzle, et c'est ce qu'on va essayer de reconstituer. Ok, mais avant l'effondrement, il y a eu la fête. Une fête immense. Bienvenue dans ce qu'on a appelé les années folles américaines. C'était une décennie où tout semblait possible, ça dansait, ça consommait, ça s'enrichissait à vue d'œil. Enfin, en apparence. Parce que, vous allez voir, sous le vernis un peu brillant de la fête, le système était déjà en train de craquer de partout. Franchement, sur le papier, l'Amérique des années 20, c'est le rêve. L'industrie tourne à plein régime, boostée par des trucs nouveaux comme le Fordisme, ça produit mais à une vitesse folle. Le crédit, super facile à avoir, n'importe qui ou presque peut s'acheter une voiture, une radio, le plein emploi, on a l'impression que c'est acquis pour de bon. C'est vraiment le rêve américain à son sommet, une machine économique qui a l'air inarrêtable. Mais, il y a un mais. En fait, il y a deux gros problèmes, les deux ingrédients du poison qui se préparent. D'un côté, les usines produisent, tellement que les entrepôts sont pleins à craquer, on n'arrive plus à vendre. C'est ça la surproduction. Et de l'autre côté, vous avez Wall Street, qui est devenu un casino géant. Absolument tout le monde, du grand banquier au petit cireur de chaussures, emprunte de l'argent pour jouer en bourse, pour acheter des actions dont la valeur, elle monte, mais sans aucun rapport avec l'économie réelle. C'est ce qu'on appelle une bulle spéculative, une bulle énorme, et personne ne voit l'aiguille qui est juste là, prête à la percer. Et la preuve que la machine était déjà en train de tousser avant même le grand crash, elle est là, sous nos yeux. Regardez l'industrie automobile, c'était le moteur de toute cette prospérité, eh bien, ce moteur cale, la production chute de plus de 30% en quelques mois à peine. La raison? Toute simple, plus assez de gens pour acheter les voitures. La surproduction, là ce n'est plus une vague idée, c'est du concret. Et voilà, c'est à ce moment-là que le premier domino tombe. Toute cette prospérité qui n'était en fait qu'une illusion, eh bien, elle va s'effondrer, et de manière spectaculaire, avec le crash de Wall Street. Et quand ça tombe vite et fort. Le 24 octobre, c'est le fameux jeudi noir. D'un coup, 13 millions d'actions sont mises en vente. Le problème? Plus personne en face pour les acheter. La confiance qui tenait tout disparaît. En quelques heures, c'est la panique totale. Et comme si ça ne suffisait pas, 5 jours plus tard, le mardi noir vient donner le coup de grâce. Là, c'est fini. Le château de cartes s'est complètement écroulé. Parce que derrière les chiffres et les graphiques qui plongent, il y a des gens. C'est ça, la vraie tragédie. Ce ne sont pas juste des points sur un tableau. Ce sont les économies de toute une vie. Les espoirs de millions de familles, des plus riches aux plus modestes. Tout ça parti en fumée. En quelques jours à peine. Des gens qui se pensaient à l'abri pour toujours se retrouvent avec plus rien, ruine. Le vrai problème, c'est que ce tremblement de terre financier ne va pas s'arrêter aux frontières américaines. Non, il va se propager, comme un virus en fait. Et il va affecter toute l'économie mondiale, qui était déjà, à l'époque, très connectée. Alors voilà comment marche le cercle vicieux. C'est la crise qui nourrit la crise. Étape 1. Le crash boursier ruine les investisseurs. Étape 2. Les gens normaux, les petits épargnants, paniquent. Ils courent tous à la banque pour retirer leur argent. Résultat, les banques font faillite. Étape 3. Plus de banques, plus de crédit pour les entreprises. Donc, elles ferment. Et enfin, étape 4. Les entreprises ferment, donc les ouvriers perdent leur boulot. C'est le chômage de masse. Vous voyez, chaque catastrophe en entraîne une autre. Ok, mais concrètement, comment le virus traverse l'Atlantique? Par plusieurs canaux. D'abord, le canal financier. Les banques américaines sont à sec, alors elles rapatrient d'urgence tout l'argent qu'elles avaient prêté en Europe. Ça provoque des faillites en chaîne, surtout en Autriche et en Allemagne. Deuxième canal, le commerce. Pour se protéger, les États-Unis augmentent massivement leurs tarifs douaniers. C'est le protectionnisme. Du coup, plus personne ne peut leur vendre quoi que ce soit, et ça bloque complètement le commerce mondial. Et si on cherche un symbole de l'absurdité totale de cette crise mondiale, le voilà. C'est une image incroyable. Au Brésil, le café ne vaut plus rien. Il y en a tellement, et personne pour l'acheter, qu'on finit par l'utiliser comme combustible dans les locomotives à vapeur. Pensez-y une seconde, on brûle du café pour faire avancer les trains. On détruit de la richesse parce que le système économique mondial est complètement paralysé. Bon, on a parlé économie, mécanisme. Mais derrière tout ça, il y a des vies. Le coût social de cette crise, il est juste immense.
On passe d'une crise économique à une véritable tragédie humaine à l'échelle du monde entier. Regardez ce chiffre, 40 millions. C'est le nombre de chômeurs, rien que dans le monde industrialisé au pic de la crise. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une armée de gens qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain. 40 millions de familles qui plongent dans la misère, dans la faim, dans le désespoir. Et si on regarde pays par pays, c'est effrayant. Aux États-Unis, 25% de chômage. C'est une personne sur 4. Au Royaume-Uni, plus de 20%. Mais regardez l'Allemagne, 44%. Presque un travailleur sur 2 au chômage. C'est un chiffre de fin du monde. La question c'est, comment une société peut-elle encaisser un choc pareil? Et la crise, elle touche tout le monde. D'abord les paysans, complètement ruinés parce que les prix agricoles s'effondrent. Ensuite, les ouvriers, les premiers à perdre leur emploi quand les usines ferment. Et puis même les classes moyennes, les petits artisans, les fonctionnaires, les épargnants, ceux qui pensaient avoir un petit matelas de sécurité. Eh bien non. L'argent de toute une vie disparaît avec la faillite de leur banque. Personne, vraiment personne, n'est à l'abri. Alors, face à cette misère généralisée, qu'est-ce qui se passe? La colère monte, et elle finit par déborder dans la rue. Partout, en Europe, en Amérique, on voit apparaître ces fameuses marches de la faim. Ce sont des cortèges de chômeurs, de gens désespérés. C'est le cri d'un peuple qui n'a, littéralement, plus rien à perdre. Et là, on arrive à la conséquence logique de tout ça. Quand l'économie s'effondre, quand les gens ont faim, c'est tout le système politique qui commence à trembler. Le domino suivant qui va tomber, c'est la démocratie elle-même. Parce que les gens ne croient plus en elle. Ils la jugent incapable de trouver une solution. Il y a un mot qui résume bien le sentiment de l'époque, l'antiparlementarisme. C'est l'idée qui se répand comme une traînée de poudre que les gouvernements, les parlements, ils sont inutiles. On a l'impression que les politiciens ne font que blablater, pendant que le peuple, lui, meurt de faim. La démocratie apparaît faible, inefficace, corrompue, et ça, bien sûr, c'est le terrain de jeu idéal pour les mouvements extrémistes. Et l'exemple le plus tragique, c'est bien sûr l'Allemagne. La crise économique y est tellement violente, le chaos est tel, que soudain, le discours d'un extrémiste comme Hitler devient audible. Les gens se mettent à l'écouter. Face à des partis démocratiques qui n'ont aucune solution, lui arrive et se présente comme le dernier espoir, l'homme fort qui va régler les problèmes. Et attention, il n'y a pas que l'Allemagne. C'est une vague autoritaire qui déferle sur le monde. On a des coups d'État en Argentine, au Brésil, des dictatures qui s'installent un peu partout en Europe. C'est fou de se dire qu'en moins de 10 ans, l'Europe, qui était pleine de jeunes démocraties après 1918, est presque entièrement recouverte par des régimes autoritaires. Bon, face à ce désastre complet, les vieilles recettes économiques ne marchent plus. C'est fini. La crise va obliger les quelques démocraties qui tiennent encore debout à complètement changer leur fusil d'épaule. Et c'est une vraie révolution. Pour la première fois, on se dit que l'État doit intervenir, massivement, pour sauver l'économie et la société. On a principalement 2 grandes expériences qui vont être tentées. D'un côté, aux États-Unis, le fameux New Deal de Roosevelt. L'idée, c'est que l'État se transforme en super entrepreneur. Il lance des grands travaux et en même temps, il crée un début de sécurité sociale. De l'autre côté, en France, on a le Front populaire. Là, la stratégie est plus sociale. On réduit les semaines de travail à 40 heures, on instaure les premiers congés payés, mais au fond, l'idée de base est la même dans les 2 cas. L'État doit reprendre la main. Et on termine avec une question qui, finalement, nous ramène à aujourd'hui. Parce que la grande leçon de cette période, ce n'est pas juste une leçon d'économie. C'est un avertissement beaucoup plus profond. Un avertissement qui nous dit qu'un système économique qui s'effondre, il peut tout emporter sur son passage, y compris nos libertés, y compris nos démocraties. Ce lien hyper dangereux entre la santé économique et la santé politique. C'est peut-être ça, l'héritage le plus glaçant de la Grande Dépression.